Bonjour. Lorsque je vous ai parlé de Notre-Dame de Paris, je vous ai dit combien la statuaire était importante et combien elle ajoutait à la beauté du monument, que cette statuaire d'ailleurs date du Moyen Âge ou de la restauration faite au XIXe siècle. Toutes ces statues méritent assurément qu'on s'y arrête un petit peu et sans prétendre à l'exhaustivité, je vous propose de passer un petit moment à les regarder, à les admirer évidemment. On peut commencer, si vous voulez, par les chimères dont j'ai parlé la semaine dernière et qui, elles, datent résolument de la restauration de Viollet-le-Duc, qui pensait que ça faisait médiéval. Afin que les silhouettes de ces chimères se détachent sur le ciel parisien, il en avait confié la réalisation à un seul sculpteur, Victor Pianet. Donc décryptons ensemble quelques-unes de ces chimères. Et commençons par la plus célèbre d'entre elles sûrement, le strige. Le strige, ou le démon pensif, comme on l'appelle parfois, qu'on voit apparaître sur les cartes postales de Notre-Dame, c'est un démon femelle, un mixte de femmes et d'oiseaux. Les Romains étaient convaincus que ces démons venaient sucer le sang des bébés ou, pendant la nuit, les enlevaient dans leurs serres. Donc ces sortes de vampires antiques hantaient les cimetières et quand ils ne passaient pas leur temps à empoisonner le lait des enfants. En l'occurrence, la statue qu'on voit ici à Notre-Dame, d'une part, n'est guère féminine, et par ailleurs, elle semble porter un regard plutôt mélancolique sur la ville qui s'étend à ses pieds. Une autre figure très connue, c'est le juif errant. Pour le juif errant, Viollet-le-Duc s'est inspiré d'une légende du Moyen Âge. On dit que Jésus, en montant au calvaire, aurait demandé de l'aide à un cordonnier sur son passage. Et l'homme, au lieu de porter secours à Jésus, lui aurait craché au visage. Pour la peine, il fut condamné à errer toute sa vie sans jamais trouver le repos, et même pendant sa mort. Au XIXe siècle, cette légende est reprise dans un roman d'Eugène Sue qui met en scène ce malheureux homme maudit en l'associant à l'épidémie de choléra qui a frappé Paris et la France en 1832, faisant des milliers de morts. Là, il est représenté avec une barbe et un bonnet, tout comme c'était le cas dans l'imagerie populaire du XIXe siècle. Et il semble regarder au loin peut-être l'épidémie qui se propage. On ne sait pas, on peut l'imaginer. Dans l'Antiquité, le basilic était le roi des serpents. Et à cet égard, il était coiffé d'une couronne. Au Moyen Âge, cette créature connaît quelques mutations, puisque son corps couvert d'écailles s'orne d'une paire d'ailes, et d'autre part lui poussent des pattes de coq avec des ergots. Selon la légende, le basilic est né de l'œuf d'un coq. Alors, je ne me suis pas trompée, j'ai bien dit l'œuf d'un coq, qui a été ensuite couvé par un crapaud. Au Moyen Âge, ce basilic prend la forme d'un petit dragon qui émet un souffle mortel, aussi bien pour les humains que pour les végétaux. Et donc, à son approche, tous les animaux s'enfuient, sauf le coq, parce que son chant fait s'enfuir le basilic, et aussi la belette qui, on ne sait pas pourquoi, a seule la possibilité d'anéantir ce basilic. Le basilic de Notre-Dame ne risque pas de souffler son humeur fétide et fatale sur les visiteurs, car vous aurez remarqué que ses pattes sont bien attachées dans la balustrade.
C'est quelque part en Égypte que le griffon fait son apparition pour la première fois, il y a plus ou moins 5000 ans. Avec sa tête et ses ailes de rapace et son corps de lion, on retrouve ainsi sa trace en Mésopotamie, en Grèce, à Rome. Il tire aussi bien le char d'Artémis que celui de Dionysos. On le retrouve dans des scènes de chasse ou des combats avec les centaures. Au Moyen Âge, il est très présent également sur les armoiries. On le trouve aussi dans les œuvres littéraires et dans les bestiaires, parce que à cette époque, on croyait vraiment que c'était un animal qui existait. Des paléontologues ont fait le rapprochement avec un squelette de Protocératops en disant que peut-être ça pourrait expliquer cette croyance. Le griffon qui se trouve à Notre-Dame, vous aurez remarqué peut-être, est composé d'une manière inverse de celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Là. Il a une tête de mammifère et un corps d'oiseau. Alors peut-être que c'est là une création de Viollet-le-Duc qui voulait ajouter sa propre imagination au bestiaire des chimères. Le chien tricéphale, lui, a peu à voir en fait avec les légendes du Moyen Âge, puisqu'il s'agit de Cerbère, le chien qui, dans l'Antiquité gréco-latine, gardait la porte des enfers et terrorisait tous ceux qui voulaient l'approcher. Vous vous souvenez sûrement que seul Hercule réussit à maîtriser la bête, et c'était l'un de ses 12 travaux. Ici, sa physionomie est plutôt famélique, mais il a aussi un regard un peu inquiétant, et ça fait penser peut-être aussi à toutes ces misères qui s'abattaient sur les gens au Moyen Âge, la disette, les guerres, les épidémies, donc une période de crainte et d'incertitude. Changeons de sujet et passons maintenant à la fameuse galerie des rois, qui est une large bande horizontale en dessous de la balustrade. L'original datait de 1210 et était entièrement peinte. Quand Viollet-le-Duc commence à s'en occuper en 1843, il n'y a plus aucune statue. Il ne reste que les 28 niches qui sont vides. Il va confier la réalisation des statues à l'atelier du sculpteur Geoffroy de Chaume. Donc, qui sont ces 28 statues? Alors, comme toujours avec les images du Moyen-Âge, il y a plusieurs interprétations possibles. Et un de ces niveaux de lecture est qu'il s'agissait des rois de Juda. Les rois de Juda, donc, qui descendaient de Jessé et qui sont le lien humain de la famille de Marie et de Jésus. Pourtant, c'est difficile de trouver 28 rois de Juda, même en ajoutant les plus anciens, Saül, David et Salomon. Donc peut-être des rois et des notables. En tous les cas, le peuple du Moyen-Âge, lui, va les regarder comme les rois de France. Et cette interprétation est attestée en 1284, on le trouve comme tel, et ça va se perpétuer à travers les siècles, même si, là encore, le nombre de 28 ne s'explique pas davantage, parce qu'en 1210, au moment de Philippe Auguste, il n'y avait pas eu 28 rois de France. Bon. En tous les cas, c'est cette tradition des rois de France qui va valoir à la galerie des turpitudes au moment de la Révolution française, car s'il s'agit des rois de France, ce sont les symboles de ce despotisme royal qu'on hait, qu'on honnit, et donc elles sont abattues. On en retrouvera en 1977 143 fragments, un peu par hasard, lors de travaux effectués dans le quartier de la Chaussée-d'Antin. Donc 143 fragments
de corps ou de draperie, et 21 des 28 têtes d'origine. D'ailleurs, quand on regarde ces têtes d'origine, on remarque que le ou les sculpteurs ont pris soin de les différencier les unes des autres, hein, soit au niveau de la barbe, hein, certaines n'en ont pas, d'autres ont une petite barbe, et d'autres enfin ont une barbe bien fournie et bien soignée. C'est aussi vrai au niveau des yeux, dont la forme est tantôt étroite, tantôt large, ou encore sur la forme des tempes, où on peut remarquer aussi le front, certains par exemple étant ridés. En tous les cas, autant de variations, hein, qui distinguent chaque tête de sa voisine. Je vous avais dit aussi que dans de sa restauration, Viollet-le-Duc fait reconstruire la flèche, hein, qui avait été abattue en 1792. Mais il ne se contente pas de faire reconstruire la flèche, il va y ajouter des statues, 16 statues, les 12 apôtres et les 4 évangélistes, et ces statues de cuivre avaient été descendues quelques jours avant l'incendie de avril 2019 pour être restaurées. On peut donc penser qu'on les retrouvera intactes, hein, à leur place lorsque les travaux de restauration de Notre-Dame seront terminés. Là aussi, c'est le sculpteur, un Geoffroy de Chaume, qui les réalise et qui prend bien soin que les angles permettent de bien les voir, hein, selon que l'on est dans la rue ou à l'entrée de la cathédrale, et qui va apporter aussi un grand soin pour qu'elles soient bien distinctes les unes des autres. Ainsi, saint Thomas, qui est le patron des architectes et des maçons, hein, se reconnaît d'une part parce qu'il a le visage de Viollet-le-Duc, ça on peut le savoir en comparant avec d'autres visages que nous connaissons, et il est le seul qui regarde vers la flèche, hein, en mettant sa main comme ça, comme s'il surveillait les travaux, tandis que les autres regardent vers l'extérieur. Il porte aussi dans sa main une règle de maçon, et sur cette règle de maçon est gravé le nom de Viollet-le-Duc. Là, j'espère que ces quelques informations supplémentaires compléteront un peu votre connaissance de Notre-Dame. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.